Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Investir en Afrique avec un dossier du jour consacré à la valorisation du capital humain. Au sommaire également, suite du sommet de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique et puis ouverture ce 10 novembre du 3e congrès du PDGE, le parti au pouvoir en Guinée équatoriale. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Jean-François Akonji-Kombe. Jean-François, merci d'être avec nous. Merci à vous Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et Daouda Tal. Daouda, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et tout de suite, c'est l'info du jour. La pauvreté favoriserait le terrorisme. C'est en tout cas l'analyse faite par Komi Selom Klassou, le Premier ministre togolais, présent au sommet de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Selon lui, le chômage, l'exclusion sociale ou encore le manque d'éducation peuvent être considérés comme les causes du terrorisme. Liselsia Kizimana. La pauvreté et le terrorisme sont étroitement liés. Telle est l'analyse du Premier ministre togolais Komi Selom Klassou. Il participe au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité qui a débuté ce lundi 9 novembre 2015 au Sénégal. Lorsque nous analysons le phénomène de la migration aujourd'hui, les gens qui acceptent mourir à la recherche du bien-être, ces mêmes personnes, lorsqu'on leur propose un Eldorado, comme quoi si vous adhérez à telle idéologie, voilà le gain que vous tirez, les gens n'hésitent pas. Et donc, si nous luttons contre la pauvreté, évidemment, il y aura moins de partants pour alimenter ces différents réseaux qui cherchent à déstabiliser nos États. Le forum a réuni plus de 800 personnes venues des Amériques, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Il s'agit notamment de leaders politiques, des experts, des chercheurs ou encore des industriels et des financiers. Un cadre d'échange stratégique afin de lutter efficacement contre le terrorisme, la criminalité et la piraterie maritime sur le continent. Aucun pays à lui seul ne peut se permettre de lutter efficacement contre. Donc certainement, c'est dans un cadre global et nous avons besoin de l'expertise de nos partenaires qui ont de l'expérience, notamment pour ce qui concerne la lutte contre la piraterie. Justement, le Togo se prépare avec l'appui de l'Union africaine à organiser dans le processus de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans la dynamique de ce qui avait été fait au niveau du Cameroun, pour que nous puissions essayer de voir comment, ensemble, on va affiner les stratégies pour mieux combattre le phénomène et mettre notre continent à l'abri. Durant 2 jours, les participants se penchent sur plusieurs thèmes à travers des conférences et ateliers. Objectif, analyser les défis majeurs à relever pour instaurer et pérenniser la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. Les travaux prennent fin ce mardi 10 novembre 2015. Jean-François, existe-t-il une relation causale entre la pauvreté et le terrorisme ? Moi, je dirais qu'il y a d'abord une première relation qui tient dans le fait qu'il faut lutter contre la pauvreté, qu'il faut lutter contre le terrorisme. Ensuite, que l'on fasse la relation, il y a bien sûr une relation, mais ça a besoin d'être expliqué, parce que tous les pauvres ne deviennent pas terroristes. Et la pauvreté a toujours existé en Afrique, et d'ailleurs elle s'est même accrue malheureusement, mais ça n'a pas produit de terrorisme. Il faut un cocktail différent pour y arriver. Évidemment, et ce que j'ai cru comprendre dans le discours du Premier ministre togolais, c'est que la pauvreté favorise, est un terreau favorable pour le recrutement de jeunes pour aller combattre dans les rangs de Boko Haram ou dans le rang de Daesh. C'est vrai, mais il est vrai également que la pauvreté ici ne doit pas être séparée, de mon point de vue, de l'éducation.
de l'éducation, parce que aller s'enfermer dans ce type d'idéologie, qui sont des idéologies généralement en dehors de la réalité du monde et en dehors des liens qui nous unissent les uns aux autres, il faut vraiment ne pas en avoir beaucoup dans la tête et ne pas avoir beaucoup d'éducation, ce que je veux dire, pour y arriver. Donc la pauvreté, il faut lutter contre la pauvreté. Je me méfie toujours des causalités trop simples. Parce qu'il n'y a pas de causalité très simple au terrorisme. Et bon, il est normal que dans ce type de conférence, on fasse des raccourcis, parce qu'il faut frapper le public. Mais lorsqu'on veut lutter contre le terrorisme, il faut un diagnostic beaucoup plus fin. La pauvreté en fait partie des facteurs, mais ce n'est pas le seul. Oui, Daouda, comme le disait Jean-François, tous les pauvres ne sont pas terroristes et tous les terroristes ne sont pas pauvres. Hein, parce que si le chômage, l'exclusion sociale ou encore le manque d'éducation peuvent expliquer la cause de Boko Haram, quand on regarde l'histoire du terrorisme, certains ne recrutaient pas dans la pauvreté. Après le 11 septembre, on a même parlé de terrorisme de riches. Oui, tout à fait. D'autant plus que c'est quand même un milieu qui génère beaucoup de liquidités, beaucoup d'argent. On sait très bien que le terrorisme, en tout cas, a réussi à infiltrer les réseaux illicites liés à l'argent, liés à différents trafics illégaux, effectivement. Maintenant, Jean-François a raison, le terrorisme ne veut pas dire forcément, n'embarque pas forcément ces groupes des chômeurs, mais il y a quand même, on peut quand même dire aussi que c'est parce qu'un certain nombre de populations certaines populations sont laissées à elles-mêmes qu'elles peuvent plus facilement se faire recruter par des réseaux de djihadistes. Ça, par contre, je pense que c'est plus simple dans un contexte où il n'y a quasiment pas d'emploi, l'État est peu présent, d'opérer à ce niveau-là. Ça, par contre, je pense que c'est une vérité. Quand on entend Daouda, Jean-Marie, on peut aisément s'imaginer le nord du Nigeria qui a un peu été laissé à l'abandon par les présidents successifs et c'est de là qu'est né justement le groupe terroriste Boko Haram. Tout à fait, Amira. Bon, là, je suivrai la deuxième dimension de l'analyse de Jean-François, c'est à savoir la dimension éducationnelle. L'éducation apprend à l'individu à sortir de l'obscurantisme et de comprendre son environnement, le monde qui l'entoure. Donc, dès l'instant que vous avez cette éducation-là qui fait défaut, conjuguée à la pauvreté, la relation, c'est-à-dire causale, n'est pas de nature intellectuelle ici, là, pour moi, par rapport à ce que Jean-François a dit, c'est plutôt de nature factuelle. De nature factuelle, ça voudrait dire quoi? Quand je prends l'exemple du terrorisme, par exemple, en Égypte. Quand je prends l'Égypte, vous avez les frères musulmans qui existent en Égypte depuis un certain nombre d'années. Comme l'État ne s'en occupait pas, ce sont des gens qui sont un peu restés, si vous voulez, dans leur coin. Et vu le désœuvrement dans lequel ils se retrouvaient, vous avez la dimension religieuse qui s'est approchée d'eux et qui les a fait bénéficier, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la plupart de ces pays-là, là où vous avez le terrorisme, vous avez quand même un vide de l'État. Ça veut dire que l'État ne s'est pas occupé correctement de la population. Donc dès cet instant-là que les individus ne sont pas sortis de l'obscurantisme, qu'est-ce qui se passe? On va leur proposer des solutions relativement simplistes pour essayer d'intégrer, si vous voulez, ces mouvements terroristes-là. Et troisième congrès extraordinaire du PDGE, le parti au pouvoir en Guinée équatoriale, du 10 au 12 novembre. Le candidat pour l'élection présidentielle sera investi lors de ce grand rendez-vous. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Policarpo Edoumassa. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale, le parti au pouvoir, se mobilise pour la tenue du 3e congrès extraordinaire. À l'issue de la célébration du 3e congrès extraordinaire, le président fondateur du PDGE, Teodoro Obiangema Bazoro, multiplie les rencontres avec les membres de son parti. Lors de la dernière réunion du Conseil national dimanche, les teneurs du parti au pouvoir ont fait le point sur les sujets qui seront soumis au congrès. La désignation d'un candidat à l'élection présidentielle de 2016 figure au menu des discussions. Pour le leader du PDGE, la célébration du congrès constitue l'occasion pour analyser les problèmes qui touchent la société équato-guinéenne. El Congreso Extraordinario, Nacional Extraordinario, es simplemente para volver a revisar.
L'organisation du congrès extraordinaire n'est pas seulement pour valider la candidature du président, mais c'est aussi une opportunité pour trouver des solutions aux problèmes nationaux tous ensemble. J'espère qu'avec le programme qui nous a été présenté, on trouvera des solutions. D'après la présentation du rapport général sur les avancées des travaux de l'organisation du Congrès, les militants du PDGE ont manifesté leur joie et ils sont optimistes pour la réussite de l'événement. Actuellement, tout a été déjà préparé pour qu'à partir du 10, tout soit déjà prêt pour la meilleure organisation. La réussite de ce congrès va être totale, au haut niveau, parce qu'avec toutes les commissions d'organisation, tout ce qu'ils ont pu préparer, je vous assure que ça va être une réussite totale. Depuis sa création en juillet 1986, le Parti démocratique de Guinée équatoriale a organisé 3 congrès extraordinaires. Le premier congrès a eu lieu en 1991, le deuxième en 1997 et le troisième en 2015. Tous ont été organisés à Bata. Daouda, le candidat du PDGE à l'élection présidentielle, sera investi lors de ce congrès extraordinaire. Il s'agira sans doute du président Teodoro Obiangema Basogo, qui est d'ailleurs le fondateur de cette formation politique. Oui, bon, il y a de fortes chances, effectivement. Donc, ça fait longtemps qu'il est au pouvoir, ça fait longtemps qu'il maîtrise effectivement son parti. Maintenant, moi, je pense que ce congrès, j'espère qu'il permettra aussi à de nouvelles figures d'émerger au sein de ce parti. On sait très bien que le parti, c'est un appareil pour conquérir le pouvoir, effectivement. Et donc, c'est important que les plus anciens aussi laissent la place, par exemple, aux plus jeunes. Ça serait très intéressant à ce niveau-là. Maintenant, le point positif que je vois à travers l'organisation d'un congrès pour un parti politique, quel que soit le parti d'ailleurs, ici en l'occurrence le parti du président Teodoro Obiangema, ce qu'on peut dire c'est que ça fait 18 ans, donc il me semble que c'est depuis 1997 il n'y a pas eu de congrès, 18 ans qu'il n'y a pas eu de congrès. Or on sait très bien qu'un congrès ça permet quand même de renouveler les instances du parti, d'éventuellement de faire apparaître de nouvelles personnes et bon à ce titre-là c'est un point positif. Si je prends l'exemple d'un certain nombre de partis historiques en Afrique, ça fait une vingtaine d'années pour certains qu'il n'y a pas eu de congrès, donc l'espace démocratique n'existe quasiment pas en interne. Donc bon, à ce titre-là, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Est-ce que cela sera fait en totale démocratie avec l'émergence de nouvelles figures au terme du congrès, on verra bien. Oui, Jean-Marie, rappelons-le, en 3e congrès extraordinaire du PDGE, que doit-on attendre de ce grand rendez-vous ? Je ne saurais le dire, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de direction indiquée. Parce que par rapport à ce qui nous est dit dans le reportage, moi j'ai lu ça et là qu'il était question du fils Teodorino qui remplacerait éventuellement le papa qui a maintenant 73 ans. Donc j'abonderai dans le sens de Daouda, c'est-à-dire bon, il est quand même bon d'avoir un renouvellement des personnes qui dirigent un pays. Même si, à la limite, on se dirait que bon, c'est la même personne, c'est-à-dire nous décrivons souvent ça ici, là, sur ce plateau, à savoir, si vous voulez, des fils qui succèdent au papa. Donc, là-dessus, bon, je pense que, tout simplement, c'est un vote à l'unanimité qui se prépare, si vous voulez, si le président actuel se décide de se représenter. Donc je ne pense pas qu'il y ait une surprise particulière à attendre d'un congrès comme celui-là. Jean-François, vous partagez l'analyse de Jean-Marie ? J'ai du mal à dire autre chose que ce qu'il a dit. Donc forcément, je le partage au moins en partie. Je pense surtout que si changement il devait y avoir, si ça devait être le congrès du changement, on en aurait eu quelques indices. Après autant de temps, après avoir fondé ce parti, après 33 ans de pouvoir, si le président Obiangema Basogo souhaitait passer la main, il aurait laissé transparaître par quelques signes. Ce n'est pas en quelques jours de congrès qu'on peut voir une tête nouvelle apparaître tout d'un coup dans le paysage politique. Il est vrai que, comme le rappelait tout à l'heure Jean-Marie, le fils du président, Théodorine, ça fait un certain temps que
On sait qu'il se prépare plus ou moins, qu'on le prépare, c'est le dauphin, puis ce n'est plus le dauphin, et puis on ne sait pas s'il est vice-président en réalité ou simplement pour échapper à certaines affaires judiciaires. Enfin, donc ça fait longtemps qu'il est dans ce sillage-là, mais je ne crois pas que ce congrès-là sera le congrès du renouveau. D'ailleurs, je crois que c'est la raison pour laquelle le président lui-même, en ouvrant la séance, a voulu beaucoup plus insister sur les autres éléments que le choix du candidat. Et la manière dont il l'a dit me laisserait plutôt penser que, voilà, on sortira comme on est entré. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.